Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Et bienvenue dans le Surf and Turf économique cette semaine parce qu'il y a un Pas de des patate. Il y a un des membres du trio qui est pas là. Fait qu'on va faire à 2 cette semaine. En fait, c'est encore mieux qu'Yann soit pas là parce que c'est en réponse à une demande, le sujet d'aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. Fait Non, 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 il y en avait un que j'en ai 2 demandes que j'essaie de faire. Il y en a les auditeurs envoient beaucoup de demandes. Faudrait à un moment donné que faudrait qu'on explique ça parce que c'est quand même, par respect pour les auditeurs, là. Je sais pas pourquoi j'avais pas cliqué qu'il fallait le dire. Vous envoyez des demandes, puis je peux pas toutes les faire. Parce que ouais, parce qu'on faut connaît que pas toutes non plus, je là. connais pas toutes, mais des fois, il faut aussi, tu sais, que je prenne le temps d'aller au-delà de mon instinct initial, faire des lectures, puis répondre quelque chose. Puis il y a des fois que, je vais vous le dire, il y a des sujets comme théorie monétaire moderne. J'ai envie de le faire, mais en même temps, j'ai pas envie de le faire. Fait qu'il y en a que je traîne du pied un peu, puis Mais ça, moi aussi, j'ai une relation un peu, pas amour-haine, là, mais tu sais, avec certaines demandes, c'est que, tu sais, des fois, tu as des gens, c'est parce que des fois, on parle de des affaires, puis là, après ça, les gens, ils sont comme fâchés dans les commentaires en disant: «Hey, vous devriez pas parler d'affaires que vous connaissez pas». Puis après ça, on répond pas, mettons, à une demande. Là, ils sont fâchés parce qu'on répond pas à ça. Puis je dis: «Mais si je réponds pas à ça, c'est peut-être parce que j'ai pas assez d'affaires pertinentes à dire sur ce sujet-là ou que je juge que d'autres l'ont fait mieux ou que j'ai pas d'intérêt nécessairement pour ce sujet-là». Fait que, tu sais, c'est soit un, soit l'autre, tu sais. C'est parce que si on se prononce sur tout le temps, à un moment donné, je pense que ça devient plus pertinent, là, de le faire. oui. Puis il y a aussi des sujets, par exemple, il faudrait noter que faudrait donner aux auditeurs éventuellement un index de qu'est-ce qui a été fait parce qu'on est rendu à quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, des fois, il y a 143e des gens qui disent, «Pourquoi vous avez jamais parlé de telle affaire?» Puis je suis comme: «Ben oui, on a déjà parlé». épisode, Épisode 32 96. ou je sais pas trop. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. On a fait Ouais. plusieurs discussions. Non, Même c'est moi, ça, j'oublie des choses qu'on a faites en mais je passant. faisais référence, en fait, à des demandes que je me semble Yann t'avait faites. Yann, il avait dit: «Je voudrais qu'on parle de telle affaire», puis là, ben, il est pas là. Fait que, c'est ça qui On arrive. va ben, c'est ce qui est drôle, le paradoxe, c'est parce qu'il est pas là, on va pouvoir en parler, Ouais, c'est ça, même si exact. c'est lui qui l'a demandé. Parce que faut rappeler aux auditeurs, Yann a un écureuil dans sa tête. Exact, Puis c'est quand exact. il part, esti, tu peux rien faire, man. Tu peux rien faire. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé, par le passé, mais pas tout à fait de la même, manière, sur, ben, en fait, la question de la question de la croissance économique, on en a parlé souvent sous différents angles. Ben, en fait, sous des angles différents, parce que c'est une vaste question. Tu sais, on a déjà parlé de, mettons, l'effet de telle mesure sur la croissance. Tu sais, après ça, on a fait plusieurs podcasts, entre autres dans la partie Patreon, sur d'où vient la croissance. C'est pourquoi pendant des centaines d'années, pour ne pas dire des millénaires, ben là, l'humanité, il y a de l'activité économique, mais c'est essentiellement la même chose de génération en génération. Une petite croissance, des fois, des places. On avait parlé de l'exemple de la Grèce et du début de Rome, où là, tu voyais qu'il y avait pas de la croissance comme on connaît aujourd'hui, mais il y avait une petite accélération. Puis là, tu sais, les économistes, les historiens cherchent à savoir pourquoi. Mais on va en parler de manière un peu différente aujourd'hui pour parler des mythes de la croissance économique. Je ne sais pas comment tu voulais mettre la table plus particulièrement ou comment tu voulais l'aborder. Ben, tu l'as bien parti, mais je vais juste ajouter un truc. Puis ça, c'est même quelque chose que moi, j'avais jamais connecté les choses ensemble. Puis c'était 2 concepts que j'étais au courant, mais pour une raison que j'ignore, ça m'a pris un article récent qui a comme connecté des choses dans ma tête.
Puis c'est parce que je travaille sur un autre sujet. Fait que le sujet sur lequel je travaille, c'est un truc sur la décroissance auquel j'essaie d'utiliser les modèles les plus courants de la décroissance sur leurs propres termes. Mais dans le processus de répondre à eux sur leurs termes à eux, je me suis mis à penser, ben, c'est quoi la réponse, tu sais, indépendamment de ce qu'eux disent, c'est quoi, tu sais, la perspective qui me donne moins mon argument de quatrième trio, parce qu'en gros, l'article, c'est une critique de quatrième trio. euh, Mais est-ce pour qu'ils savent, les gens qui font la promotion de la décroissance, ce dont ils font la promotion? Est-ce qu'ils savent au moins ce qu'ils disent? Parce que moi, il y a quelques années, quand je me suis beaucoup intéressé à cette mouvance-là, puis ça a donné, un petit bouquin, il y a 5 ans déjà de ça. Le gros problème que j'avais à essayer de cerner ce qu'eux voulaient, c'est qu'en fait, c'est comme une genre de couleuvre, en fait, ce mouvement-là. Ouais, Là, ils disent la décroissance, mais c'est pas la croissance zéro, c'est pas la croissance négative, c'est comme une autre affaire. C'est sortir d'un paradigme qui est le paradigme de la croissance. Puis là, un moment donné, tu as un auteur qui dit: «Ouais, mais en fait, la décroissance. là, il parle après ça d'éco-socialisme». Pas des jokes, là, ce que je dis là, c'est vraiment, c'est Non, vraiment non, c'est vrai, là. exactement On, là. on parle on parle de rompre avec les paradigmes de la croissance. Puis là, ils ont toutes sortes de formules assez pompeuses, là, décoloniser l'imaginaire, Ça, c'est rompre la avec, touche. rompre avec l'imaginaire de la croissance, limiter l'illimité. Puis là, t'es comme, OK, limiter l'illimité, ça veut dire limiter la croissance. Donc, ça veut dire de la décroissance au sens concret de croissance négative. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Puis là, t'es comme, en fait, c'est une espèce de moving de goalpost permanent. Puis à chaque fois que tu penses avoir mis tes mains sur la couleuvre glisse. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si ça. Moi, je suis pas trop au courant de ce qui s'est dit dans les 2, 3 dernières années dans cette mouvance-là. Je connais plus, je te dirais, de genre début 2000 à 2020, là. Ah non, ça Euh, n'a pas mais changé. j'ai mon instinct, c'est que ça n'a pas tellement changé. Non, ben, les termes changent. Fait que tu as des différentes narratives. Tu as le donut, tu as des choses. Oui, Ouais, ouais. il y a un article, il y a un modèle qui s'appelle le modèle du donut, là. Ouais, on en avait déjà parlé aussi de ça. Ouais, ma patience là-dessus est assez limitée. Mais ce que j'ai réalisé, puis c'est un peu. Parce que si je pense que c'est une couleuvre leur affaire, j'ai comme réalisé, ben, c'est quoi la réponse, tu sais, la meilleure réponse possible. Puis j'ai réalisé que les économistes, en fait, sont même pas capables de se dire eux-mêmes c'est quoi exactement qu'ils défendent. Parce que quand tu prends les réponses, fait que c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais prendre les réponses des économistes, hein, c'est quoi la réponse qu'eux donnent à la décroissance, puis ils sont même pas clairs sur c'est quoi la croissance, puis c'est quoi qui est bon dans la croissance. Ben oui, Puis, excuse-moi de te couper, là, mais dans l'imaginaire, dans la littérature des croissants, là, il y a une espèce de mythe qui ont construit. Ben, c'est un genre d'ad hominem qui ont construit que les économistes sont des genres de religieux de la croissance qui défendent à tout prix dans aucun. Puis là, tu te dis, OK, mais genre, sont où ces textes-là? Tu sais? Moi, c'est ça que je disais dans le bouquin. Je disais, mais les économistes que vous attaquez, là, c'est où qu'ils disent ça? Parce que tu as beau à peu près toutes les lire, tu es comme, OK, mais Schumpeter a dit telle affaire, un autre a dit telle affaire. Tu es comme, moi, mais ils ont tous dit plus ou moins qu'il y avait des réserves par rapport. J'ai jamais trouvé, genre, le manifeste qui disait que OK, c'est la croissance à tout prix, indépendamment de toute conséquence, indépendamment de. non, il Je n'y a suis comme, personne qui dit ça. je suis comme, Mais mais personne dit en fait, c'est facile de s'attaquer à quelque chose que personne dit. ben, c'est sûr que c'est comme la joke de Milton Friedman. Quelqu'un avait dit de Milton Friedman, Everybody likes to argue with Milton, especially when he's not there. Ouais, c'est ça. Mais ça ressemble un peu à ça, mais quand je pensais à leur affaire, je me suis dit, ben, il n'y a pas d'économistes qui parlent de défendre la croissance comme. Ils parlent vraiment comme un concept abstrait de Mhm. l'amélioration de la condition de vie, mais ils ne parlent jamais tant que ça de la vitesse. Puis j'ai posé la question à mes collègues de département, puis à d'autres historiens économiques, après avoir lu l'article que je vais parler un peu, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses qui crée la croissance économique? Est-ce que c'est une accélération du taux ou est-ce que c'est un ralentissement du taux avec moins d'épisodes de décroissance? Puis, tout le monde a l'air de croire que quand on parle de développement, c'est que chaque année, tu crois plus vite. Mhm. Mais quand tu regardes la réalité, c'est que, puis là, je vais montrer un graphe après pour montrer un peu. euh, En fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de croissance pour avoir un cumul dans le long terme d'amélioration de vie. Tu as besoin de peu de décroissance.
c'est mieux d'aller petit train, lentement, mais avec aucun ralentissement, que d'avoir, disons, 5% une année, Mmh. 5% l'autre année, puis après ça, un moins 20%, puis après ça, recommencer à 5%. C'est mieux d'avoir, disons, continuellement 2%. Ça, c'est la magie des taux Ben, composés. tu le vois un peu dans les quand tu sais, quand tu regardes des statistiques de croissance de pays avec des mauvaises institutions, tu vois que des fois, il y a des méchants swings, là. Ce Ah que oui. tu vois moins dans ben, tu sais, mis à part les guerres, puis la COVID, puis tout ça, là, mais tu sais, nonobstant de ça, en général, quand tu regardes tu sais, mettons, tu regardes la ligne de croissance des États-Unis, du Canada, de France, de peu importe, tu vois que c'est généralement, tu sais, bon, ça croît, puis là, il y a des petits V, tu sais, mais c'est comme un truc quand même assez constant, tu sais. Mais quand tu vois des fois, tu regardes certains pays, mettons, je sais pas, le Mozambique, j'en prends un au hasard comme ça. Puis là, tu vois que tu es comme, OK, 1990, ça monte, maintenant, il y a un méchant crash, ça remonte un peu, ça recrash encore, ça remonte comme une ligne en droit. Tu te dis, mais ça doit être signe de pays, justement, avec des mauvaises institutions puis des changements Ouais. radicaux qui arrivent de manière imprévue, là, tu sais. Ouais, ben, quand tu le dis comme ça, c'est exactement ça. Puis si tu peux aller 2 slides down, on va le montrer pour les auditeurs, là, l'importance de ça. Là, j'avais juste mis des livres de décroissantisme, mais vous pouvez les ignorer. C'est généralement Ouais, ben, votre qualité de vie va mieux mais c'est aller. des trucs ça là, c'est des trucs quand même vraiment très connus dans le sens que tu vas au Renaud-Bré après-midi ou Tu à vas une tu vas grosse avoir des versions librairie, ben, françaises. non seulement tu vas avoir ça, mais il risque d'être dans les petites pyramides du milieu, là, tu sais? Oui, en Genre plus. les coups de cœur, puis tu sais, ce sont des livres très connus, là, Oui. qui sont souvent des best-sellers, tout ça, là, donc puis essentiellement, ce que ça raconte là-dedans, tu te dis: «OK, mais c'est pas mal en porte-à-faux avec à peu près tout ce que les» j'aime pas ça cette formule-là, là, mais tout ce que les experts disent sur le sujet, là. Oui, puis en plus, moi, ce que je pense que j'aimerais ça, puis je vais te donner la conclusion de ce que je veux dire ici pour les auditeurs. C'est que la réponse, quand tu penses à c'est quoi exactement le processus de croissance, tu peux comprendre, tu peux fournir une réponse à toutes les craintes qu'ils ont, parce que ce qui compte, c'est pas tant la vitesse de croissance que le nombre d'épisodes de décroissance. Et si tu as des épisodes de décroissance moins fréquents et pas de période intense d'accélération, tu vas avoir beaucoup plus d'harmonie environnementale, beaucoup moins de chocs liés à ça. Tu vas avoir beaucoup moins de problèmes de cohésion sociale. En fait, ce que je vais dire, c'est que, puis c'est un peu weird venant de moi, c'est que tu as des périodes dans lesquelles tu ne devrais pas maximiser le taux de croissance net en moyenne sur des longues périodes. Tu devrais minimiser le nombre d'épisodes de décroissance. Donc moins de Puis, croissance, mais moins de crise, c'est mieux que plus de croissance puis, plus de exactement. ouais, c'est ça. Exactement. Ce que tu veux, c'est un petit train va loin, ou Mmh. l'analogie de la tortue, mais si tu veux, l'analogie de la tortue puis le lièvre, tu gagnes tout le temps la course si tu vas à une Mmh. vitesse constante. Et le point que je vais faire, c'est qu'en fait, tu ne peux pas ingénieriser le la tortue et le lièvre. Puis là, ici, juste pour montrer, là, pour les gens qui comprennent, ce que j'ai ici, c'est un scénario fictif où est-ce que j'ai fait 2 économies. J'en ai une qui, chaque année, a toujours 2,1 de croissance. OK? C'est la tendance de long terme pas mal pour les économies développées depuis la révolution industrielle. Le revenu par personne augmente plus ou moins de 2,1 par année. Pas dans les dernières décennies, mais dans le très long terme, ça se rapproche de ça. Puis après ça, j'ai une autre économie qui, elle, pendant 9 années, va avoir de la croissance à 5,2. Et par contre, la 10e année, elle a un déclin de 20. OK? Et ouais. Si tu prends la moyenne des taux de croissance pour les 2 scénarios sur toute la période que j'illustre ici, puis la période, c'est de 1870 à 2025, tu arrives à peu près au même taux de croissance en moyenne. Ouais, fait que, tu sais, si le taux annuel de croissance en moyenne est à peu près le même, les 2 devraient être, ben, Chris, le même, esti, à la fin. Ouais, 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 ben, oui. Mais quand tu exprimes un en pourcentage de l'autre, ce que tu vois, puis là, pour ceux qui sont à l'audio, je vais le décrire en même temps que je le décris pour les gens qui regardent, c'est le ratio des 2 économies. Fait que je prends la une, puis je la divise par l'autre. Fait que si c'est un, les 2 sont à égalité. Si c'est 1,2, ça veut dire qu'il y en a il y en a une qui est 20 plus riche. Ben ici, ce que j'ai fait, c'est que je divise celle qui est à 2,1
par, par celle qui est, voyons, À qui est, 5,2. ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois que ben, dans la première décennie, celle qui croît plus vite à 5,2, ben, elle prend de l'avance sur celle qui est à 2,1. Mais après ça, elle a un choc. Elle a le choc de 20. Fait que là, tu as la dent de scie qui commence. Puis après ça, la deuxième fois, ben là, OK, il continue de croître. Mais là, il n'est pas. Le pic de la dent de scie, il n'est pas aussi élevé que le pic précédent. Mhm. Puis tu continues de répéter ça, puis tu vois qu'à un moment donné, il y a une période dans laquelle, ben, systématiquement, l'économie qui est à 2,1 est toujours plus riche que l'autre. L'autre a toujours des petites périodes dans lesquelles elle rattrape parce qu'elle va super vite, mais chaque fois qu'elle a un choc, le choc est tellement gros qu'il casse la magie de l'intérêt Mhm. composé. Fait que c'est mieux. Tu as une grosse pénalité d'avoir des épisodes de décroissance. Puis ça, là, ce que je viens de dire, il n'y a personne qui va trouver ça. Puis Yann, s'il était là, il partirait avec son écureuil, puis on aurait un discours de 10 minutes sur la magie des intérêts composés, puis qu'est-ce qu'il a appris en actuariat, puis on t'aime, Yann, mais le point, c'est que ça, c'est connu de tout le monde, mais il n'y a personne qui l'avait appliqué avant, puis c'est juste la slide après. Euh, Cet article-là, dans Journal of Economic History par Steve Broadberry puis John Wallace, pour disclaimer, Broadberry, c'était mon superviseur de thèse en Angleterre. J'avais jamais cliqué ce point-là, c'est qu'il dit, ben, qu'est-ce qui arrive si on regarde les épisodes de croissance et de décroissance, puis qu'on essaye de décomposer combien de fois tu as des épisodes de décroissance, puis c'est quoi la contribution relative au développement. Puis j'étais vraiment surpris à quel point, en fait, le gros du processus de développement économique, donc des nations comme, disons, la Grande-Bretagne ou euh, le Canada ou les États-Unis, ont des épisodes dans lesquels tu vois qu'ils deviennent des nations excessivement riches. C'est pas tant parce qu'ils ont une accélération de la croissance, là, qu'ils vont, pendant longtemps, ils sont à 1 puis après ça, ils passent à 5 par année. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrêtent de décroître. Mhm. Chaque fois que chaque récession devient plus petite, puis chaque récession ou chaque choc est plus distant de l'autre à travers le temps. Donc, les chocs deviennent de moins en moins fréquents. Puis, juste pour montrer, là, pour laisser la slide après, juste les preuves empiriques pour montrer aux gens. Ce que tu vois ici, c'est. Fait que là, le panneau du haut, il met les pays en pourcentage, en leurs revenus, puis combien d'années de croissance ils ont. Fait que tu vois que, ben, les économies très riches ont, en fait, généralement, 80 du temps et plus, de la croissance positive. Mhm. Et ils ont très rarement des épisodes de décroissance. Par contre, si tu vas à la deuxième colonne puis tu regardes les taux de croissance moyens, les économies en moyenne qui ont des revenus de plus de 20 000, leur taux de croissance moyen, c'est 3,79. Par contre, celles de moins de 2 000, leur taux de croissance est en fait plus rapide. Ben, pourquoi est-ce que les plus pauvres ne vont pas rattraper? Ben, la réponse, c'est parce que les plus pauvres, les nations plus pauvres, au lieu d'avoir juste des chocs négatifs 16 du temps, ils en ont à peu près 40 du temps. Mhm. Fait que systématiquement, à chaque fois qu'ils ont des épisodes de lancer, il y a quelqu'un qui vient leur casser les jambes, puis je ne dis pas ça dans le sens symbolique, mais tu sais, Ouais, ben, ta lancée est perdue. Dans certains cas, c'est ouais, c'est littéralement ça. par violence, là. Dans Mais certains cas, c'est symbolique et littéral, là. oui, j'allais dire, c'est pas universel, mais c'est fréquemment le cas. Ben, tu vois que le gros de la croissance s'explique par le fait que tu arrêtes d'avoir des épisodes de décroissance. Puis juste pour montrer, après, ils l'ont fait, puis écoute, allons plus loin. Euh, Là, c'était juste 1950 à 2011. Qu'est-ce qui arrive si on prend toutes les données pour lesquelles on a, des pays pour lesquels on a des données dans le vraiment long terme? Mhm. Alors, c'est sûr que on n'a pas une tonne de données avant 1950. Les premiers comptes nationaux commencent à émerger à partir des années 40. Puis à peu près par 1950, pas mal tous les pays ont des données. Plus tu remontes en arrière, moins tu as de pays. Mais mettons, on en a pour à peu près une vingtaine de pays. On peut remonter jusqu'à 1820 avec de la haute qualité, là. Pas juste des estimés genre aux 10 ans, mais littéralement des Ouais, ouais. estimés continus. Ben, ce que tu vois, c'est
Ah, regarde tous les pays, c'est parce que d'ailleurs, les pays qu'on a ça, c'est des pays qui sont riches. Ce que tu remarques, c'est que, puis si tu divises par sous-période, donc disons 1820 à 1870, 1870 à 1910, 1910, 1950, etc., ce que tu vois, c'est que la fréquence à laquelle les épisodes de décroissance surviennent n'arrête pas de diminuer à travers le temps. Puis non seulement ça, mais en plus, lorsqu'il y a des décroissances, le choc est plus petit. Donc, tu as plus souvent t'as moins souvent des décroissances, mais en plus, quand tu en as, ils sont moins violentes. Mhm. Donc, au lieu d'avoir, disons, tu en as une aux 10 ans, mais là, tu en as une aux 15 ans. Puis au lieu d'être un choc de 20 c'est un choc de 15 ben, ça devient de mieux en mieux. Puis quand tu regardes, qu'est-ce qui explique la, la décomposition de la croissance? Ben, en réalité, tu vois que le gros des gains de croissance que tu prends, fait que là, le dernier panneau en bas, là, la section C pour qu'ils disent, Ouais. par exemple, ça dit dans toutes les années, les périodes dans lesquelles tu as voyons, tu fais la contribution des deux, c'est la première rangée, c'est la somme des deux en bas. OK? Mhm. C'est arrondi, là. Fait que, si les chiffres n'ont pas l'air de matcher parfaitement, c'est normal, c'est parce qu'ils ont fait des arrondissements. Mais si, mettons, ce que tu vois, c'est que ça dit, ben, quand tu as de la croissance est à 2,47. Ça, c'est l'effet des années où est-ce que tu as de la croissance. Mais le shrinking enlevait à ça 1,1 à peu près. Puis au net, tu te retrouvais à 1,4. Mhm. Ben, après, ce qui se passe, c'est que tu vois que la fréquence, elle a changé un peu, mais aussi la contribution, parce que les chocs deviennent plus petits, ben, tu as moins d'épisodes de décroissance. Fait que le taux est même, en fait, à travers le temps, la, la contribution de la croissance dans les années de croissance reste stable. Mais c'est la décroissance, elle, qui devient de moins en moins importante. Fait que si on est capable d'améliorer notre niveau de vie, puis par exemple, là, ça dit pas mal jusqu'avant 1950, la croissance, c'était par personne par année, c'était entre 1,2 puis 1,4. Depuis les années 1950, c'est 2,5, ce qui est assez élevé. Mais ce n'est pas parce que les années de croissance sont plus rapides. C'est parce qu'on n'a plus d'années de décroissance. On en a presque plus, puis quand on en a, ils sont vraiment petites. Mhm. Ce qui est. Et quand tu y penses, c'est ben oui, le concept mathématique est là, mais tu réalises qu'en fait, c'est pas la même chose que beaucoup de gens pensent. Et quand tu parles aux décroissantistes, ils vont dire quelque chose comme ah, ben, c'est parce que les économistes veulent juste qu'on accélère puis qu'on aille plus vite, plus vite, plus vite. Puis en fait, non, parce que la chose, tu regardes j'ai été revoir parce que je prépare des manuscrits sur ça. J'ai été revoir les textes, puis il n'y a personne qui parle. Il y a des gens qui parlent d'accélérer la croissance. Mais dans les dernières 20 ans, les économistes ont arrêté de parler d'accélérer la croissance autant qu'ils parlent juste du cumul de la chose. Pas tant parce qu'ils sont soucieux de l'aspect décroissance, croissance, puis le moins de fréquence de décroissance. C'est plus parce qu'ils se disent, ben, tu devrais regarder le très long terme. Puis dans le Ouais. très long terme, la croissance, c'est bon. Fait que, tu sais, si tu veux, tu regardes vraiment le long, long run, puis tu regardes le cumul, puis fine. Ouais. Mais Mais, ouais, Mais vas-y. la façon dont c'est parce que la phase, c'est que je parlais de la couleuvre tantôt, elle est sur les objectifs, mais elle est aussi sur ce qui est dénoncé. C'est-à-dire que si tu écoutes le discours qu'ils ont, selon le porte-parole qui va parler, là, peu importe si c'est Latouche, André Gortz, peu importe, là, il y en a 50 000 là, La, dans cette mouvance-là, la touche. la gang des Meadows et compagnie. Mais ces gens-là, en fait, ils ont plusieurs versions différentes de leurs attaques de la croissance. Fait que là, dans le cas présent dont tu es en train de parler, ça va être plutôt l'aspect que c'est ce système-là ou cette manière de faire-là crée de l'instabilité parce qu'il y a des crises, il y a des périodes de prospérité, oui, mais il y a des crises. Les crises, bon, permettent aux plus, c'est tout le temps un peu la même rengaine, les crises permettent aux plus riches de s'enrichir, aux plus pauvres de s'appauvrir. Fait que là, ils mélangent un peu paupérisation là-dedans avec ça. Mais si on change de registre un instant, l'argument qu'ils vont servir, c'est pas lui. Ils vont dire ah, OK, mais mettons que tu as raison. De toute façon,
cette croissance-là, elle met une pression insoutenable sur les ressources et on va manquer de ressources. Donc, un moment donné, il n'y aura juste plus de croissance parce qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'or, il n'y aura plus de diamants, il n'y aura plus de Yep. mercure, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça. Fait que là, c'est ça, je te dis, on shift la conversation en permanence sur des trucs périphériques. Là. Oui, puis je te rajouterais quelque chose. Fait que pour comprendre leur argument, eux, ce qu'ils vont dire, c'est. Fait que là, ils vont omettre, ils savent pas ce qu'on est en train de dire. Parce que j'ai pas trouvé dans aucun de leurs livres ce point-là sur la croissance qui est, je pense, implicitement assumé par les économistes présentement. Eux, ce qu'ils disent, c'est pas mal ce que tu viens de résumer, que, un, de la croissance sans fin est incompatible avec des limites environnementales. Deux, que la croissance déstabilise pas seulement les écosystèmes, mais aussi la cohésion sociale. Donc, ils vont parler, c'est là qu'ils vont souvent, tu vas voir dans tous les décroissantistes, il y a souvent un lien avec les inégalités. Donc, il y a souvent une connexion qui est Le faite avec ça. développement nord-sud, puis tu sais que ça déstabilise les sociétés plus traditionnelles, puis ce genre de choses-là. Oui, tu vas avoir ça. Ils vont aussi parler de biodiversité, bien sûr, mais ils vont parler aussi de pauvreté. Mais ils vont parler de pauvreté à l'intérieur des pays, des inégalités à l'intérieur des pays et entre pays. Donc, tu sais, à quel point il y a un Canadien pauvre au Canada et à quel point il y a des pauvres dans d'autres pays. Donc, ils vont créer, tu sais, une sorte de ranking. Là. Au top, tu vas avoir les plutocrates, les grands riches des sociétés occidentales. Ensuite, tu vas avoir les pauvres des sociétés occidentales qui sont plus riches que tout le reste du monde, mais qui ne sont pas particulièrement riches et ils se font exploiter et ça crée Mhm. des tensions sociales. Et même souvent, ils ne sont pas participants à la structure de société. Ils sont démocratiquement exclus parce qu'ils n'ont pas un poids politique important. Et donc, le point qu'ils vont faire, c'est que la croissance est déstabilisante, mais pas juste écologiquement, mais socialement euh, déstabilisante. Puis quand j'essayais de lire leurs affaires, je me suis dit, OK, regarde, je vais essayer de trouver des économistes qui vraiment, vraiment disent des choses qu'eux pourraient. Tu sais, si, mettons, j'étais un d'entre eux, puis je faisais l'effort d'essayer de trouver une cible, et j'en ai trouvé deux qui sont des importants. Là. J'ai essayé de dire, tu sais, des Ouais. noms que l'économiste moyen devrait Parce qu'en savoir. général, ils citent toujours un peu les mêmes noms, là, genre Rostow, puis Five Steps to Growth, ou quelque chose comme ça. Là, ouais. Ben, Chris, c'est exactement là que je m'en vais. OK. Tes deux noms en avance. Fait que si tu veux descendre, il y a une slide où est-ce que j'ai mis deux auteurs. Puis il y en a un qui c'est un descendant de Rostow. Fait que on va comme le Mhm. dire encore un peu plus bas, excuse-moi. Quand je cherchais l'autre après, excuse-moi. Ça, c'était le résumé de tout ce que je viens de dire. Puis les deux que j'ai trouvés, c'est Gunnar Myrdal puis Gershon Kron. Myrdal a gagné le prix Nobel avec Hayek en passant. OK. Tout le monde a oublié c'est qui, mais un prix Nobel, c'est pas un nobody. Okay? Donc, c'est pas un économiste nobody. Gershon Kron était à Harvard et c'était un historien économique qui collectait beaucoup de données. Et Gershon Kron construisait beaucoup sur Walt Rostow qui parlait de take-offs. Et les deux, en fait, défendent l'idée qu'il faut accélérer la croissance économique. Donc, les deux ont une idée d'un take-off. Un take-off, c'est un moment dans lequel il y a un pays passe de stagnation, donc zéro croissance, à une croissance. OK? Qu'est-ce qui cause cette croissance-là? Eux vont dire, ben, on passe d'une structure traditionnelle, agraire, Mhm. avec les modes de production familiale, et on va passer à une production industrialisée avec le capitalisme moderne. Et ça, c'est marqué par des taux d'investissement plus élevés, une accumulation rapide de, de capital. Et souvent, en fait, ils vont dire, surtout Myrdal, pas autant Gershon Kron. Gershon Kron est comme, je suis pas mal, je trouve, une sorte de centriste, mais Myrdal est un socialiste, s'admet être socialiste. Peut-être pas le plus radical des socialistes, mais il n'a pas de problème avec l'étiquette vaguement définie. Et les deux vont dire que l'État peut participer, en fait, à ce développement-là et il surmonte les obstacles au développement. Donc, il développe des infrastructures de chemin de fer, il va développer un système bancaire, il va soutenir Mhm. l'industrialisation. Et en fait, le but, c'est l'État développementaliste qui veut générer l'accélération de la croissance. Et là, ça fit avec le cliché qu'on a, qu'avant, tu n'avais pas de croissance, alors que historiquement, tu avais souvent des épisodes de croissance. Mhm. C'est juste que tu avais de la croissance 1, 2, 3% par année. Bien, c'est super. Puis après ça, tu avais un gros choc qui éliminait 10, 15, 20, 30 ans
de croissance. Ouais. Puis là, ben, dans le long terme, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Ben, ça, c'est le point que eux ne voient pas ça. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était tu prends une ligne plate, là. Il n'y a pas de variation dans le temps, c'est une ligne plate, c'est toujours plate, c'est tout le temps plate. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun mouvement d'une année à l'autre. S'il y en a, ils sont mineurs, puis ça fait juste faire, au pire, ça fait une belle petite ligne qui bouge de manière harmonique. Puis c'est le pire qu'ils sont prêts à dire. Puis c'est quand tu as une grosse intervention de, euh, de, de, l'émergence du capitalisme moderne, parfois avec l'aide de l'État, ce que j'ai toujours trouvé un peu weird comme argument, mais je leur donne ça, là, je vais leur laisser leur argument tel quel, Mhm. et c'est ça qui crée la croissance. Puis là, une fois que ça c'est fait, ben, OK, regarde, ça serait des gens qui vraiment croient euh, à l'idée qu'il faut que tu accélères la croissance, puis que je peux imaginer qu'ils se font critiquer par les décroissantistes, comme regarde, ces gens-là ont le dogme de la croissance. Il faut accélérer la croissance, il faut accélérer la croissance, il faut être. Jean-Luc Mélenchon appelle en France, il appelle ça le productivisme, ce que j'ai trouvé Mhm. un peu un drôle Oh, de oui, ça, terme. c'est le nouveau truc à la mode, là. Ah, ben lui, il disait que c'était ça dans les années 80, là, puis que lui, c'était quand il était avec Mitterrand, il était un productiviste, whatever the fuck that means. Ben, j'ai toujours trouvé que le terme était un peu weird. Ça fait plusieurs années qu'il en parle. Mais ils vont citer, par exemple, un des ancêtres de ces deux personnes-là, Walt Rostow, qui, lui, parle des 5 étapes de la croissance, que tu as des pays retardataires, et là, ils vont Ouais. avoir des gros sauts, puis là, ils vont devenir des sociétés modernes. Puis ça, c'était leur argument. Mais si ma mémoire me fait pas défaut, là, il me semble que même Rostow, à la fin, il dit en fait que la dernière étape, c'est un peu comme, pas la société des loisirs, là, mais quasiment. Là. Puis tu sais, il dit que, tu sais, dans le fond, il y a un ralentissement aussi à la fin. Hein. C'est pas un genre de truc infini, cette affaire-là. Non, effectivement, j'ai compris qu'il disait ça. Je n'ai pas trouvé un texte soutenu. J'ai juste trouvé des suggestions, mais à ma défense, ce que j'ai lu de Rostow, c'est 2 œuvres. OK? Donc, il était assez productif là, quand même. Donc, il a écrit dans plusieurs places. Je n'ai pas tout lu de lui. Et peut-être que si je prends des livres de fin de vie, mettons, là, quand il a eu le temps de penser à ses affaires puis de par les discussions avec d'autres personnes, peut-être qu'à la fin, il commençait à parler de. Ben, c'est pas de la croissance éternelle à 7%. Surtout que je pense qu'il meurt quand tu as des gens autour du club de Rome et les gens qui parlaient tu peux pas avoir de la croissance infinie dans un monde fini. Puis, Mhm. je suis sûr qu'il est arrivé à ce point-là. Puis, une fois que ça c'est dit, par contre, ce que je. Ben, Ouais, tu vois, vas-y. moi, dans le bouquin, j'en parlais de ça, puis tu vois, regarde, j'essaie de retrouver la citation, mais Rostow, tu vois, les 5 steps, là, juste pour que les gens sachent c'est quoi, c'est la société traditionnelle, la période des conditions préalables au démarrage, le démarrage, la marche vers la maturité, et la dernière étape, c'est l'ère de la consommation de masse. Et en tout cas, moi, ce que je notais à ce moment-là, c'est que c'est vrai qu'il dit que l'avenir des sociétés, c'est comme un enchaînement de cycles de croissance, mais à aucun moment il affirme que ce truc-là est un processus infini, comme les décroissantistes, que c'est comme une espèce de fuite en avant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources, mais il ne dit jamais ça, en fait. Écoute, je le sais pas là-dessus. Fait que je vais pas Ben, me peut-être qu'il le dit prononcer, mais ailleurs, mais dans ce bouquin-là, il ne le dit pas. ben, écoute, j'aimerais ça vraiment voir qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Puis je suis prêt à croire que tu as raison, mais n'étant pas, malgré ce que des gens pensent, n'étant pas aussi catégorique que je suis catégorique sur les choses que j'ai une bonne compréhension, mais sur celle-là, de Rostow, je ne sais pas si à la fin, il pensait ça ou pas ça. Donc, Mhm. tu me permets une certaine réserve. En même temps, j'ajoute un commentaire avant qu'on revienne à l'essentiel. Je ne connais pas beaucoup d'économistes qui disent tu peux toujours avoir une accélération permanente. En fait, moi, je me souviens quand on faisait nos cours, les modèles, comment ils sont construits, tu vas avoir des accélérations si, mettons, tu es un pays très pauvre, qui a des barrières au développement, des vraies barrières, là, disons, des droits de propriété de merde. Puis, demain matin, tu crées des bons droits de propriété. Ben là, tu vas avoir un leapfrog. Du jour au lendemain, tu es comme, ben, on était tellement derrière la frontière technologique
que maintenant, ben, qu'on est sécure, on peut adopter toutes les technologies des autres pays, puis on n'a pas besoin de passer au travers toutes les étapes qu'eux ont eues. On peut juste sauter par-dessus. Tu vas avoir une grosse accélération. Fait que tu vas avoir de la Chine, de l'Inde, du Vietnam qui vont avoir un gros jump. Puis après ça, ben, pendant 5-6 ans, l'Irlande, en passant, a fait ça. L'Irlande a eu Mhm. comme une décennie à presque 10% par année. C'était là comme what the fuck is happening? Mais à un moment donné, c'est pas toujours 10%. Ils ont commencé, tu sais, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la frontière technologique, la croissance a ralenti. Donc, implicitement, je pense que pas mal tous les économistes admettent que tu ne vas pas toujours être à 10%. Tu vas avoir un point où est-ce que notre capacité technologique, notre capacité d'innovation, ben, c'est elle qui va déterminer notre croissance. Tu ne peux pas toujours avoir du 10% juste par plus de machines, plus de capital, plus d'équipement. Non, à un moment donné, à un certain point, la seule manière que tu peux avoir de la croissance, c'est en augmentant les idées qu'on a. Puis ça, c'est la frontière ultime. Fait que je pense qu'il y a pas mal il y a Mhm. pas d'économistes qui croient la version caricaturale. Mais pour revenir à ce qu'on disait, j'ai comme été chercher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été critique de ces gars-là, puis qui avait une sorte de critique de l'idée de la croissance, mais sans être hostile à la croissance en elle. Fait que, tu sais, je veux pas Mhm. l'argument. Je cherchais quelqu'un qui était comme entre ces deux-là, puis j'en ai trouvé un. Puis j'étais surpris de c'était qui. Puis c'est la slide juste après. C'est un gars qui s'appelle Mansur Olson. Mansur Ah, je ne Olson, connais pas, là. c'est un pionnier de la théorie des choix publics. En OK. fait, la théorie des choix publics, pendant longtemps, il y a des gens qui disaient en fait, c'est la critique qui est faite, qui est encore faite aujourd'hui. Théoricien des choix publics, tu as beaucoup de libéraux là-dedans, comme moi. Mais Mansur Olson, c'est un social-démocrate. OK? Tu as beaucoup de sociodémocrates qui font de la théorie des choix publics. C'est pas un agenda idéologique. C'est sûr que les libéraux sont très attirés par ça. Mais Olson est très clairement, il vote démocrate, il est social-démocrate. Il dit à Buchanan souvent, t'es trop libertarien, arrête. Là. Euh, Est-ce que mais tu rentrerais, mettons, au Québec, quelqu'un comme Marcel Boyer là-dedans? Marcel Boyer fitterait exactement là-dedans. Je ne sais pas s'il est au courant de cet article-là, mais je suis sûr que si je disais tout ce que je dis, Marcel, pour ceux qui ont écouté, on a fait un épisode avec Marcel Boyer sur son manifeste pour la social-démocratie concurrentielle. J'ai oublié le numéro, mais peut-être une trentaine de numéros Ouais, avant celui-ci, plus ou moins, là, parce que à peu près, ouais. peut-être en 2024 qu'on l'a passé en Je pense que oui. entrevue. Fait que peut-être 30 épisodes dans le passé, peut-être 40, mais prenez le numéro maintenant à chercher, puis vous allez voir, il y a une quatrième phase dessus, c'est Marcel. Mais Olson, il écrit un article dans Journal of Economic History qui s'appelle Rapid Growth as a Destabilizing Force. Mm. Puis c'était assez intéressant de le lire parce que il dit, ben, tu peux pas. Il dit, si tu essaies d'accélérer la croissance au-dessus de quelque chose que tu pourrais dire naturel, tu vas créer un paquet de problèmes. Tu vas déstabiliser euh, une, une économie. Puis la manière qu'il fait, c'est assez intéressant comment ce qui établit l'argument. Tu as, tout d'abord, il faut que tu comprennes que, mettons, imagine une économie qui est toujours à 1%. Puis là, tu as créé ton 8% d'une shot. Tu as fait une grosse accélération. Mais il y a des frictions normales. Tu avais des structures sociales qui existaient, notamment peut-être des classes sociales. Puis là, tu es en train de redistribuer le pouvoir économique. Fait que là, par exemple, tu as souvent ce terme-là, les nouveaux riches. Les nouveaux riches arrivent et ils sont tellement riches qu'ils sont capables de contester un ordre politique établi. Et là, tu as un conflit politique qui peut émerger. Donc là, la croissance peut déstabiliser parce que tu as ces nouveaux riches qui arrivent et qui s'attaquent aux institutions qui existaient dans le passé. Donc là, tu peux avoir un clash entre des gens plus conservateurs et des Mhm. gens plus nouveaux, progressistes. Fait que tu vas avoir souvent en Angleterre, pendant la révolution industrielle, tu as les Tories, qui sont les landowners, très souvent, qui sont les propriétaires terriens, qui se clashent avec les petits bourgeois, les middle class, mais les gens qui étaient en fait des commerçants, qui, eux, qui étaient vraiment de la révolution industrielle. Et les deux groupes ont énormément de conflits. Tu n'as Mhm. pas de révolution en Angleterre politique, mais tu as des changements quand même assez conflictuels. Après ça, le nouveau groupe aussi, tu sais,
peut essayer de contester le premier groupe, mais il peut aussi faire du rent-seeking par lui-même, là. Il peut se servir de son pouvoir politique pour tuer, en fait, la croissance économique qui est en train de se générer. Donc, il peut générer l'instabilité, pas juste en termes de cohésion sociale puis créer des conflits par le premier mécanisme, mais tu peux avoir, parce qu'il y a des conflits sur la répartition, tu peux même avoir un conflit qui mène à moins de croissance dans l'avenir parce que là, le nouveau groupe, il dit, ben, on peut remplacer les propriétaires terriens du passé par nous, les industrialistes. Puis nous, par exemple, on va se faire remplacer, mais Mhm. aussi, on va tenir le pouvoir, on va se voter des tarifs, on va se voter des protections, et on fait juste remplacer une classe par un autre. Tu as ça. Tu as aussi d'autres tensions qui sont tout à fait normales. Tu n'as pas tout le monde qui bénéficie. Fait, si, mettons, imagine quand la révolution industrielle commence, les bénéfices de la révolution industrielle sont dans les villes. Ben, il faut que tu te déplaces vers la ville pour faire ça. Mais ça, déplacer vers la ville, c'est un truc de personne jeune. Un gars qui est Ouais. agriculteur depuis, puis qui a 45 ans, il est pogné dans son affaire. Il ne peut pas quitter vers les nouvelles opportunités. Donc, tu peux avoir des inégalités qui émergent que les décroissantistes jugeraient négatifs. Et là, tu as un terrain fertile pour l'instabilité, ce que tu avais par exemple aux États-Unis à la fin du 19e, le agrarian discontent, que des groupes d'agriculteurs sont très, très fâchés de ne pas bénéficier autant que les autres. Puis si tu regardes les données, en fait, tu vois, les revenus agricoles augmentent moins vite que le revenu moyen. Donc, tu as un changement dans qui peut bénéficier. Fait que tu as une sorte de décalage, si tu veux, entre ce qui se passe. Le changement aussi technologique peut créer un autre type de décalage que tu n'es Mm. pas capable de t'ajuster aux nouveaux changements. Fait que tu as plein de gens qui arrivent dans les villes, la structure que les villes avaient avant, mais comment est-ce qu'on gère des trucs comme l'eau potable? Puis on a fait tout l'épisode sur les huîtres. Comment tu gères l'eau potable? Comment tu gères la qualité du logement? Et là, tout le monde est débordé, puis ça prend du temps à s'ajuster, mais cette période Mm. d'ajustement est tellement rapide et extrême que tout le monde est pris de court, ça crée des tensions. Encore une fois, ça revient à ce que les décroissantistes diraient comme mais là, tu vois, regarde, c'est l'instabilité dont on parle. On parlait d'instabilité, on parlait que la croissance déstabilise, puis ils auraient raison. Ça, c'est tous des mécanismes dans lesquels ça peut se passer que tu fragilises les choses en allant trop vite. Puis je pense que là-dessus, là, ils ont raison. C'est dur à dire pour moi, mais en même temps, ils ont raison pour la mauvaise raison. Ben, ils Parce ont que raison sur, comment je dirais ça? Ils ont raison sur ils ont raison sur un aspect, mais qui n'invalide, qui ne leur donne pas plus raison sur l'argument général. C'est un ouais, peu c'est super bien dit. J'aime ça, comment tu as dit ça. Mais là, s'ils ont, s'ils ont raison que tu fais trop de croissance, ben, on peut ramener ce qu'on disait avant dans le début, c'est que si en fait, ce qui se passe, c'est que la croissance économique se produit pas tant par des accélérations que par des cessations des épisodes de décroissance. Ça veut dire que ce que tu as, puis c'est un des trouvailles de l'article qui motive ça, puis qui est comme tout connecté un peu pour moi dans la tête. Puis une des phrases qu'ils ont dedans, puis là, je vais la dire en anglais, puis je vais la traduire en français. When average growing rates have been high, average shrinking rates have also been typically high. Similarly, when growing rates have been low, average shrinking rates have been low. Fait que, tu sais, tu vas avoir, avec le processus de développement, leur argument, c'est que tu vas avoir peut-être un ralentissement même de la croissance, mais tu vas avoir moins d'épisodes de décroissance. Fait que l'idée, c'est que le vrai processus de développement économique, pas juste la croissance, là, puis on va plus large, on parle de développement. Le processus de développement, c'est petit train va loin, la tortue court plus vite que le lièvre. Et dans ce cas-ci, c'est le vrai processus de développement. C'est comme ça Mhm. qu'il se génère. Mais si tu le génères comme ça, ce processus de développement-là, qu'au lieu d'être une montagne rapide avec des hauts et des pics, tu as une douce colline qui n'a jamais de déclin, que constamment tu montes un petit peu chaque année, ben, dans le long terme, tu as énormément de développement, mais tu n'as pas tous les problèmes qu'on mentionne. Le système s'accommode mieux des changements. Fait que tu pas, les ordres existants ne sont pas explosés rapidement. Tu n'as pas autant de conflits de répartition, tout simplement parce qu'avec la vitesse des choses, organiquement, les choses peuvent s'ajuster avec plus de trial and Mhm. error. Tu leur laisses le temps de pouvoir s'ajuster aux changements.
C'est sûr que si tu es une nation qui est loin derrière la frontière technologique, si tu as des réformes, tu as le risque que tu vas aller très vite pendant les réformes, puis il va y avoir des chocs. Mais tu sais, si tu un pays comme la Grande-Bretagne qui était celui qui expérimentait constamment à la frontière, ben là, tu n'as pas vraiment d'autre choix que d'y aller avec ce processus d'accommodation-là et donc d'y aller lentement, mais sûrement. Le problème, puis c'est là que je pense que c'est la réponse aux décroissantistes, c'est la meilleure réponse qu'on peut leur donner au lieu de faire un quatrième trio. J'ai un argument de premier trio. Puis ça, c'est un peu de ma recherche que j'avais faite, mais je n'avais même pas cliqué l'importance de ma recherche. C'est qu'il y a une grosse littérature qui montre que la liberté économique, le capitalisme, diraient certains, est lié à moins de volatilité. Moins de volatilité, donc moins d'épisodes de décroissance, des crises moins sévères, des crises moins fréquentes. Donc, par définition, ce qu'on est en train de dire, c'est que la liberté économique, en fait, permet le type de croissance qui ne déstabilise pas, qui ne génère pas les problèmes qui sont mentionnés par les gens. Où est-ce que là, tu vas trop vite, puis là, tu détruis des choses. En passant, l'argument Olson, je vais ajouter ça pour être le plus honnête possible avec les décroissantistes, il ne parle pas d'environnement dans son article. Il parle Mhm. vraiment juste de cohésion sociale, mais tu peux facilement ajouter l'environnement. Si tu vas très vite, ben, tu détruis une rivière au complet. Une fois qu'elle est détruite ou une fois qu'une espèce est extincte, elle est extincte pour toujours. Ben, en fait, je fais le parallèle avec le podcast qu'on a fait la semaine passée. Est-ce que c'est plus viable sur le long terme d'avoir une pêche stable qui génère de l'activité, puis bon, peut-être une certaine croissance, que tu ensemences mieux, ou en tout cas, tu es mieux capable de des meilleures techniques de pêche, tout ça, ou pendant 2 ans, tu vides toutes les ressources, tu fais full croissance, puis après ça, tu te tapes le choc de la pente par en bas de ben là, j'ai rend plein de pêcheurs au chômage, la compagnie fait faillite, tout ça, mais c'est un peu le même sujet dans le fond. C'est qu'il n'y a personne qui dit que le but, c'est d'avoir une croissance très, très rapide, très forte, suivie d'un gros choc. Là. Oui, Ouais. puis c'est parfaitement dit, puis l'exemple classique de ça, ça serait, on en a fait plein d'épisodes là-dessus sur l'URSS. L'URSS, en fait, n'a pas une croissance exceptionnelle, mais pour un pays communiste, c'est pas. Si tu crois le cliché, il devrait avoir 0% de croissance, mais le PIB, il y avait une croissance, là. Elle n'était pas exceptionnelle, mais elle n'était pas zéro, elle n'était pas négative. Ce que tu avais, c'était de la croissance un peu médiocre, mais elle était faite en décrissant le territoire, en détruisant des forêts au lieu d'augmenter la productivité agricole. On augmentait la production agricole en décrissant des forêts. Ouais, puis la prédation aussi, là, quelque part, là, le fait de prendre toutes les ressources de l'Ukraine pour les ramener. Je veux dire, il y avait une croissance qui était basée sur de la prédation. Là. Oui, bien, ici, ce que je voudrais dire, c'est que la croissance soviétique, elle était trop rapide pour ce que le système pouvait accommoder. Mhm. Donc, un décroissantiste aurait raison. Dans un cas comme ça, l'URSS était un système de croissance qui déstabilisait. Hein, théoriquement, dans ce cas-ci, ils ont raison. Le problème, c'est que le système qui stabilise, qui crée la croissance, qui ne déstabilise pas, c'est des économies capitalistes parce qu'on a une littérature qui commence, qui émerge depuis à peu près 10 ans. Puis là, je vais montrer les articles, puis je vais faire une sorte de résumé. Fait que le premier, puis c'est le plus gros de la gang, c'est Christian Zornkov de l'Université Aarhus au Danemark. Lui, il a pris toutes les crises de 1993 à 2010. Il a regardé c'était quoi, le, le degré du dégât pour tous les pays sur Terre. Donc, il a pris pour 175 pays, 210 crises, quelque chose comme ça. J'oublie le chiffre exact. Puis après ça, il a regardé non seulement à quel point ils sont grosses tes crises, mais aussi la fréquence entre les deux. Puis il a dit, après ça, on va prendre ça, puis on va regarder, est-ce que les économies plus libres, lorsqu'il y a des crises, est-ce qu'il y a plus de temps entre les crises et est-ce que les crises sont moins intenses? Ah, les économies les plus libres ont des contractions plus petites, ils ont des reprises plus rapides Une reprise plus rapide. et il y a des petits signes qu'il y a plus d'écart entre chacune. Donc, tu as une première évidence qu'en fait, le capitalisme, les économies libérales sont capables de générer des, des, des mécanismes de rendre la croissance plus soutenable avec moins de chocs. Puis on va présumer ici que les crises, c'est le processus de déstabilisation que tu vas avoir, que les gens mentionnent fréquemment. Après ça, dans l'autre après, fait que là, c'est une de mes co-auteurs
à moi, Jamie Ouais, Pavlik. excuse de te couper, là, mais c'est un peu l'inverse. Ce qu'il dit, c'est l'inverse d'un truc qu'on entend très souvent, même que j'ai entendu de la bouche de politiciens, pour ne pas les nommer, de dire: «Ah, mais tu sais, mettons, dans les régimes autoritaires comme en Chine, ils ont les moyens, là, tu sais, de faire face à des chocs, tu sais, parce qu'ils peuvent prendre des décisions musclées rapidement sans consulter la population». Puis là, tu es comme: «Ouais, mais les données empiriques, qui montrent que les régimes autoritaires avec une structure extrêmement concentrée vers un pouvoir central. En fait, leur capacité à faire face à ces chocs-là est bien moins de loin inférieure à celle des économies libres. Ben, tu vois, je vais faire un commentaire là-dessus. Il y a un article que j'ai lu récemment, que j'ai beaucoup aimé dans Economic Modeling. Ce qu'il trouvait, c'est quelque chose d'un peu comme, voici l'analogie comment tu devrais interpréter ce que je vais expliquer de cet article-là. C'est, en moyenne, les régimes autoritaires sont moins bons, mais la variance des régimes autoritaires est beaucoup plus grande. Fait que tu en as une couple qui sont calissement mauvais, puis tu en as une couple que, effectivement, quand il y a des crises, ils gèrent très bien. C'est juste qu'ils sont crissement exceptionnels. Ils sont tellement exceptionnels qu'on les voit. Donc, tu vas Ouais, c'est avoir ça. souvent. C'est sûr qu'il y en a certains que c'est des mensonges, mais il y en a que c'est des genuine, des véritables capacités de gestion, mais c'est juste parce que les gens ont un biais d'observation. Ils vont dire: regarde, la Chine a géré la crise de 2008 très, très bien, ce qui était une réponse qui était faite. Ouais, ben écoute, dans la manière que tu as fait, c'est que tu as trouvé le outlier, puis tu as décidé de focuser sur le outlier, mais le reste de la distribution, ils sont en moyenne moins bons. Puis quand ils sont à gauche de la moyenne, ils sont calissement moins bons. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça qu'il faut l'interpréter. Fait que, je pense, que ça renverse la logique, mais Jamie, ma co-auteure, Jamie Pavlik, a fait la même chose que l'autre, mais elle l'a fait pour les États-Unis au niveau sous-national. Regardez, à Mmh. l'intérieur des États-Unis, est-ce que les États, pendant la crise de 2008, euh, est-ce qu'ils ont moins souffert? Est-ce que la contraction a été plus petite? Oui, la contraction était moins difficile dans les endroits que la liberté économique était plus élevée. Et aussi, soulignons-le, où est-ce que la réglementation du logement était plus souple. Mmh. Les endroits, fouille-moi, fouille-moi, apparemment, Tiens quand donc. tu laisses l'offre s'ajuster plus facilement, Ah les ouais. chocs sont moins problématiques. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai probablement c'est probablement moi qui sais pas, qui connais pas mon sujet et ma littérature. Heu, Elle a fait une recension de littérature. Fait que là, c'est le chapitre qui est là, puis ce livre-là est très cher, très difficile d'accès, mais si les gens veulent le chapitre, ils peuvent m'envoyer, un message dans le Patreon pour nos auditeurs, puis je vais vous partager ma copie du chapitre si vous êtes intéressés et curieux. Mais elle a fait une revue de littérature, puis elle souligne tous les articles qui montent directement ou indirectement. Fait que soit qu'ils utilisent des mesures de liberté économique Mmh. ou qu'ils utilisent des choses qui ressemblent à la liberté économique, comme un pays qui a fait une réforme de droit de propriété ou qui a ouvert au commerce international. Donc, des mouvements pro-liberté économique, c'est quoi l'effet qu'on trouve sur les effets des crises? Et elle trouve que, en fait, ça a réduit les contractions lors de crises. Puis, elle et moi, on avait commencé un article, ça c'est la slide d'après, où est-ce qu'on avait fait ça avec la COVID ou les autres Mmh. pandémies. Fait qu'on avait fait, en fait, on avait regardé pendant la mortalité excessive, l'excess mortality pendant la grippe espagnole des années 10. Est-ce que les pays qui avaient plus de liberté économique, est-ce qu'ils se sont mieux ajustés au choc de mortalité? Et ce qu'on trouve, en fait, c'est que si tu étais un pays qui avait beaucoup de liberté économique, tu minimisais massivement. Tu étais capable, si tu es passé du pays le moins libre économiquement au plus libre, tu éliminais à peu près 75 de l'effet d'un décès additionnel en excès à l'habituel par 1000 personnes. Donc, tu avais un bénéfice. Tu sais, le choc était beaucoup plus facile à s'accommoder si tu étais une économie libre, Mmh. parce que les gens sont capables de trouver des solutions plus rapidement, ils sont capables de s'ajuster plus rapidement. Puis on avait fait la même chose moi j'avais fait la même chose avec Rossolino, un de mes collègues ici à Mason. Puis on avait pris toutes les pandémies depuis 1850. Puis on avait regardé à chaque fois qu'il y a une crise, est-ce qu'il performe mieux? Puis on avait trouvé que oui, en fait, la liberté économique minimisait le choc des crises dans chaque situation. Donc, tu as une grosse littérature qui existe, qui connecte liberté économique, donc capitalisme, avec de la croissance qui ne déstabilise pas. Puis
Je pense qu'en fait, c'est la meilleure réponse de premier trio au décroissantisme. Pas d'argument de quatrième trio, là. J'ai vraiment cherché c'était quoi le premier trio. Puis un argument de quatrième trio, c'est plus d'efforts comme aller au gym, mais tu n'as pas tant d'efforts créatifs à faire pour faire un argument de quatrième trio. Mhm. Un argument de premier trio, c'est pas aller au gym, c'est un effort créatif. Puis il faut que tu te mettes à penser sur des termes qui sont les tiens. Puis il faut que tu développes, il faut que tu trouves toutes les. Tu n'as pas de béquilles, parce que quand tu fais un argument de quatrième trio, tu utilises des béquilles que l'autre te force à utiliser. Puis d'une certaine manière, je trouve ça plus facile. J'ai moins d'efforts à faire avec des arguments de Mm. quatrième trio que de premier. Mais ici, je pense, la manière de le voir, c'est que la liberté économique, c'est un système immunitaire contre les chocs. C'est un système immunitaire contre les déstabilisations. Avec des marchés plus libres, tu as une allocation plus souple des ressources, tu as une capacité de réaction plus rapide, donc tu as moins de volatilité parce que les gens peuvent vite détecter des solutions. Mais aussi, dans ces cas-ci, tu peux plus te voir dans l'avenir. Les gens sont capables de faire des projections. Tu as moins d'incertitudes autour de la croissance. Donc, si tu sais que c'est 2,1 par année, tu n'as pas besoin autant de t'inquiéter. Est-ce que, tu sais, quand je vais prendre ma retraite, est-ce que ça va être, je vais prendre ma retraite dans une mauvaise période ou une bonne période? Ce n'est pas important. Si c'est 2,1 par année, il n'y aura pas de mauvaise période. Les gens sont plus capables de faire des projections. Tu t'ajustes mieux aussi aux pressions populistes parce que tu as moins de chocs, donc moins de réactions institutionnelles. Les chocs extérieurs sont plus faciles à accommoder. Et donc, tu as une sorte de point qui dit dans les pays où les institutions sont faibles, donc où la liberté économique est limitée, des, des chocs de croissance rapide pourraient déstabiliser ces pays-là. Par contre, dans des pays à haute liberté économique, la croissance est moins fragile, mais elle sera aussi peut-être même un peu moins vite en moyenne, mais elle va avoir aucun épisode de décroissance ou moins d'épisodes de décroissance. C'est donc un chemin qui est plus smooth. Je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais la ride est plus délicate. Tu n'as pas de nid de Mhm. poule. Tu es sur une autoroute d'Ontario, tu n'es pas sur une autoroute du Québec. Ben, Ah ouais. bonne analogie, ça. Puis c'est pas les routes de Montréal non plus. Là. Ça, c'est pas juste des nids de poules. Il y a des nids de poules puis des dos down partout. Ouais, c'est ça. C'est Christ de écoute, l'hélogénie. Mais le point, c'est que je pense qu'ici, j'ai formulé, puis c'est la première fois que j'en parle à des gens. Fait qu'un peu, je vous donne, je pense, pour les auditeurs, là, je vous donne un peu un treat. C'est l'essence d'un chapitre, d'un livre que Justin Calais et moi, on prépare sur la décroissance. Et on a des chapitres où est-ce que c'est la partie quatrième trio systématiquement. Mais quand on se dit, ben, c'est quoi la réponse? C'est quoi l'argument de premier trio? Puis je pense que je viens de vous le donner, puis je viens de vous le donner un peu Mm. en treat en avance. On pense que c'est la meilleure manière de conceptualiser, c'est que des économies libérales sont bien mieux à même de ne pas générer la croissance qui peut déstabiliser. Puis dans le processus, je fais une fleur aux décroissantistes. Je leur dis qu'ils peuvent avoir raison, qu'il existe des situations dans lesquelles la croissance peut être déstabilisante, qu'elle peut mener à des problèmes. Mais en faisant cette concession-là, je les force un peu à avaler mon argument. C'est que si tu veux cette concession-là, il faut que tu acceptes que que la chose qui élimine les croissances déstabilisantes, c'est des politiques pro-marché qui permettent aux gens de commercer plus facilement, de faire des échanges plus facilement, d'innover plus facilement. C'est pas des plans centraux. En fait, probablement que les plans centraux vont générer Mm. exactement le type de croissance déstabilisante qu'eux, ils parlent. Puis ça, je pense que c'est le meilleur argument de premier trio que je peux avancer. Non, c'est une bonne manière. En fait, il y a plusieurs bonnes manières, je pense, d'aborder ce problème-là. Moi, c'est ce que je disais au début, puis je vais peut-être donner quelques exemples avant qu'on passe à la partie Patreon, parce que je pense que c'est intéressant de les donner. Moi, le point que que j'aimais le plus faire, c'était l'idée, parce que, tu sais, en général, les gens qui écrivent sur la décroissance, c'est toujours des livres ou des articles du genre vers une décroissance, pour une décroissance. Puis j'étais là, ben, s'ils mettent autant ce mot-là de l'avant, c'est que ça doit vouloir dire quelque chose. Puis moi, l'idée, c'était de dire, je veux savoir c'est quoi ce truc-là.
Et si tu lis 20 articles ou 20 livres sur la décroissance, tu auras 20 définitions différentes de ce que ça veut dire. Là, regarde, je vais vous citer les auteurs. J'ai Serge Latouche, Jean-Marie Haribé, Alain de Benoît, parce que ça s'est promené Lui, aussi je de le gauche connais. Lui, je ça le s'est connais pas de Benoît. Je ben, connais. ça s'est promené de gauche à droite, ce truc-là. Ensuite, tu as Jean-Claude Besson-Girard, Serge Mongeau, Yves-Marie Abraham de Montréal. Bref, Hmm. t'en et je vous nomme pas tous les noms, là, mais voici des citations textuelles de leur livre ou de leur article où ils disent, bon, c'est quoi la décroissance? Première citation. C'est un horizon de sens, un mot provoquant visant la prise de conscience que l'économie n'est pas une science, mais une idéologie. Ça, je pense que ça n'a pas vraiment répondu à la question de qu'est-ce Non. que c'est. Non. Elle, la décroissance, elle n'est ni un concept, ni un mouvement, ni une théorie, mais une forme de slogan. Troisième citation, elle est un mot d'ordre qui permet de rallier les objecteurs de croissance. OK, ben ça, c'est un autre nom qui se donne à eux-mêmes. Elle est la prochaine, c'est ma préférée. Ça, c'est Latouche dans La décroissance permet de s'affranchir de l'impérialisme économique en 2013. La décroissance, elle est un horizon de sens vers lequel chacun chemine comme il l'entend. Mais genre, what the fuck is that, man? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi vous parlez? C'est un mot obus, une vision qui se propose comme une voie alternative qui n'emprunte ni le chemin du capitalisme libéral, ni celui du socialisme productiviste. OK? Fait qu'on s'en va où? Ni un ni l'autre. Mais c'est quoi? Le genre de troisième voie? Mais on ne sait pas c'est quoi. Elle est une réaction au temps des crises qui n'est pas réductible à une définition rigoureuse. Oui, j'avais remarqué. Elle est une libération de l'imaginaire et non une fin en soi. Et dernière citation, elle n'est pas l'état stationnaire, ni la récession, ni l'absence de croissance, mais la sortie du paradigme de la croissance. Et tu te dis, mais c'est magnifique. Je veux dire, si je définis des choses de manière aussi vague, en fait, c'est pour ça qu'après, tu te dis, mais peu importe quelle critique que tu vas leur faire, parce que je suis sûr que la réponse à ce que tu dis depuis tantôt, ça va être, mais Monsieur Geloso, vous ne comprenez pas ce que c'est que la décroissance. On n'a jamais dit que c'était que l'économie décroît. Ben, ils n'ont jamais dit ça, puis ils ne l'ont jamais pas dit non plus. C'est la beauté de la position, mais honnêtement, je, je ne pense pas comprendre leur argument. Je le comprends à 100%. Leur argument, c'est qu'il existe quelque chose qui est une forme de croissance qui déstabilise de deux manières les écosystèmes et les sociétés. C'est ça leur point. Mm. Essentiellement, c'est tout le temps des variantes sur ça. Alors, donnons-leur leur seul dénominateur commun, qui est celui-ci, qu'il existe des systèmes de décroissance. Laissons-leur toute la liberté de nous bullshiter, puis je pense qu'il y a Mhm. beaucoup de bullshit, mais leur point, c'est ça. Alors, est-ce que, oui ou non, toutes leurs prédictions autour de ça, est-ce qu'elles sont générées? La réponse, je pense, en fait, pas je pense, je sais parce que j'ai fait les tests. Ils ont tort, ça ne déstabilise pas. En fait, quand ils disent que c'est le capitalisme qui génère l'instabilité, ben, la réponse, c'est non. La réponse, c'est en fait Ouais, les économies libérales. Ça existe la croissance qui peut créer des inconvénients. Puis ils ont raison, ça existe. Il y a des tensions qui vont venir avec la croissance, des systèmes qui ont de la mutation. Ce sont des systèmes dans lesquels il va y avoir des clashbacks. La question, c'est comment tu accommodes tout ça. Puis comment tu peux gérer les problèmes environnementaux qui viennent avec. mm. Puis la réponse, c'est ben, les économies libérales, soit ils donnent aux États les moyens de le faire parce qu'on devient tellement riche que le coût d'une petite réglementation devient bénin. Euh, ou on développe des technologies qui rendent les problèmes caducs et insignifiants, voire impertinents. Mhm. Euh, mais je reste dans leur système, je leur ai accommodé ça. Puis je pense que leur réponse à ça, ça serait Ouais, j'ai hâte de l'entendre parce que je suis pas mal sûr, moi, que la réponse, ça va être mais vous n'avez pas compris ce qu'on dit, monsieur. Tu sais, ce qui est une variante de oui, mais ça, c'était pas le vrai socialisme. Là. ouais, ben en fait, si ça peut leur donner une seconde de plus de silence avant qu'ils donnent cette réponse-là,
je vais estimer avoir réussi. Ouais, exact, exact. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On va jaser de L'air climatisé. l'air climatisé, parce que là, semble-t-il que c'est un gros drame au Québec, là, selon un expert de l'Université de Montréal qui nous dit que les Québécois, là, ils vont devoir s'adapter au changement climatique et arrêter d'utiliser l'air climatisé pour ne plus avoir chaud finalement. Et on va parler un peu de ce sujet-là dans la partie Patreon parce qu'il y a du data. Notamment sur ça, et qu'il y a un propos légèrement contradictoire sur le sujet. Fait que, ben, c'est ça, joignez-vous à nous, puis on en parle directement dans les instants qui suivent.